Ok, disons que vous êtes un des chasseurs de démons les plus talentueux au monde. Vous pourriez alors penser qu'il n'existe aucun esprit que vous ne puissiez maîtriser. C'est exactement ce que pensaient les Warren, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un cas qui allait changer leur vie à jamais. Et voici l'histoire du démon le plus puissant qu'ils aient jamais rencontré. Il y a de nombreuses années, une famille en Angleterre a commencé à subir des attaques terrifiantes, notamment au milieu de la nuit. Mais cette fois, les experts eux-mêmes pourraient ne pas s'en sortir vivants. Je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le démon Valak dans Conjuring 2, le cas Enfield. Cette enquête est sur le point de tourner au drame. En 1976, dans une maison de la paisible ville d'Amityville, dans l'État de New York, nous retrouvons une famille nerveuse réunie autour d'une table dans la salle à manger, en compagnie des experts en paranormal Ed et Lorraine Warren, envoyés par l'église pour confirmer que cette maison est bel et bien hantée. Un an plus tôt, le jeune homme qui vivait là a sauvagement massacré toute sa famille au milieu de la nuit, affirmant qu'il était possédé par un esprit démoniaque. Ouais, ben voyons. Alors que les autres regardent Lorraine entrer dans un état profond de concentration, elle commence à revivre les événements du point de vue du tueur. Elle remarque le fantôme d'un petit garçon et le poursuit alors qu'il disparaît dans les escaliers. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Réalisant qu'elle est en danger, son mari Ed essaie de la réveiller. Mais Lorraine insiste pour rester dans la vision. Elle suit l'enfant jusqu'au sous-sol, où une autre vision des fantômes de la famille la renvoie vers un vieux miroir. Et quand elle se regarde, elle est horrifiée de voir apparaître dans le reflet l'esprit d'une nonne démoniaque juste derrière elle. Tout à coup, la nonne l'attrape par la gorge et lui montre une vision de son mari en train d'être brutalement transpercé par un pieu en bois. Elle se réveille en sursaut et se retrouve à la table de la salle à manger tout en hurlant. Mais elle ne se doute pas que le cauchemar ne fait que commencer. Ok. Je pense qu'il est peut-être temps pour les Warren de trouver un nouveau métier. Cela dit, s'ils doivent enquêter dans une maison où une entité démoniaque maléfique pourrait sévir, ce serait une grave erreur de leur part de ne pas faire tout leur possible pour se protéger. Maintenant, quand Lorraine entre dans ces états de concentration profonde, elle utilise une technique appelée projection astrale qui consiste à laisser son âme quitter son corps pour se promener dans le monde des esprits, ce qui lui permet de voir des choses qui dépassent la perception humaine normale. Scientifiquement, ça s'appelle une expérience extracorporelle, ou EEC. Ces expériences produisent en fait des ondes cérébrales similaires à celles du sommeil paradoxal, qui est la phase du sommeil où la plupart des rêves les plus vifs se produisent, et où le corps se paralyse même lui-même pour vous empêcher de concrétiser ses rêves. Maintenant, pendant cette période, même le bruit ou les secousses physiques ne suffisent parfois pas à réveiller la personne. Si vous comptez continuer à utiliser cette stratégie pour vos enquêtes, vous devrez donc trouver un moyen plus efficace de la sortir de cet état avant que la vision n'aille trop loin, Ed. La première chose à faire est donc de fixer une limite de temps précise sur laquelle vous vous mettrez tous les deux d'accord. Si Lorraine ne se réveille pas dans les 5 minutes, Ed devra faire tout son possible pour la réveiller. Mais comme la secouer ne suffira pas, il lui faudra un moyen de briser le mécanisme de l'éveil. Il pourrait par exemple placer un chiffon humide et froid sur son front afin de la réveiller en la stimulant par un changement brusque de température. Pour plus de sécurité, je lui conseillerais même d'asperger le chiffon d'eau bénite avant de le poser sur son front. Sinon, un contraste sensoriel marqué, comme un claquement de main bruyant près de son oreille, pourrait faire l'affaire. Ou même lui approcher une allumette enflammée du nez pour déclencher une réaction de survie involontaire. Maintenant, dans les voyages psychiques réels, les experts utilisent ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un signal prédéterminé pour les ramener. Il peut s'agir d'un avertissement verbal déclencheur utilisant son nom complet, comme « Lorraine Warren, réveille-toi », qu'ils ont répété régulièrement pendant leur formation, ou elle peut utiliser un objet ancré comme une alliance, un collier de chapelet, vous voyez, qu'elle tiendra pendant qu'elle est en transe et qu'Ed pourrait lui retirer des mains pour lui rappeler qu'il est temps de revenir. Mais en arrêtant ses investigations, Lorraine donnerait au démon exactement ce qu'il veut. Elle doit donc, au lieu de ça, raconter tout ce qui s'est passé à son mari afin qu'il puisse l'aider à digérer l'expérience et élaborer une stratégie pour être encore mieux préparée lors de leur prochaine rencontre. Vous me suivez ? L'histoire reprend 1 an plus tard dans une maison délabrée de la banlieue d'Enfield, en Angleterre, où Peggy Hudson, mère célibataire, a du mal à payer ses factures et à s'occuper de ses 4 jeunes enfants. Un soir, Margaret, l'aînée des filles, surprend sa sœur Janet en train de jouer avec une planche Ouija qu'elle a fabriquée avec une amie à l'école. Intriguées, elles essaient de communiquer avec les esprits qui pourraient se trouver à proximité. Mais la planche ne semble pas fonctionner. Et frustrée, la jeune fille l'arrange avant d'aller se coucher. Quelques heures plus tard, quand tout le monde dort, Janet commence à se retourner dans son lit.
Et l'instant d'après, elle se réveille au beau milieu du salon, complètement désorientée. Elle entend ce qui ressemble à des bruits de pas venant de l'étage. Et sa sœur Margaret se réveille au son de quelqu'un qui frappe à la porte de la chambre. Remarquant que sa sœur n'est pas dans son lit, la jeune fille se lève et va lui ouvrir. Mais elle constate que le couloir est complètement vide. C'est alors que Janet apparaît 1 minute plus tard. Et elles retournent toutes les deux se coucher sans trop y prêter attention. Tard la nuit suivante, Billy, le plus jeune des garçons, va chercher à boire dans la cuisine lorsqu'il remarque que les balançoires bougent dans la brise. Il y a quelque chose de vraiment étrange, comme si elle l'appelait, mais il se ressaisit et retourne se coucher. Entre-temps, Janet se met à parler dans son sommeil comme si elle faisait un cauchemar. Mais juste au moment où sa sœur pensait que c'était fini, la jeune fille se redresse et se met à parler d'une voix différente. Et elle insiste sur le fait que c'est sa maison. Alarmée, Margaret s'approche et borde la fillette. Mais un instant plus tard, elle est réveillée en sursaut quand sa sœur apparaît à côté de son lit et semble parler à quelqu'un dans le coin de la pièce. Elle allume la lampe et est soulagée de voir qu'il n'y a personne. Sa sœur retourne se coucher sans dire un mot. Mais Margaret est tellement effrayée qu'elle décide de laisser la lumière allumée pour le reste de la nuit. Lorsqu'il remonte les marches, son frère se cogne l'orteil contre un petit camion de pompiers et il le pousse dans un tipi au bout du couloir. Mais pile au moment où il se recouche, le même camion roule vers sa porte depuis l'obscurité. Effrayé, il le ramasse et le ramène dans la tente. Mais quand il le met à l'intérieur, une voix d'homme crie de douleur. Et terrifié, il court tout de suite chercher sa mère, affirmant qu'il y a quelqu'un dans la maison. Inquiète, Peggy se lève et va vérifier par elle-même. Mais elle constate que le tipi est complètement vide. Alors qu'elle commence à penser que tout ça n'était que le fruit de son imagination, ils entendent soudain quelque chose bouger en bas. Elle dit à son fils d'aller dans sa chambre, puis descend nerveusement les escaliers et se rend dans le salon, où elle trouve Janet assise dans le vieux fauteuil à bascule. Il semble que la jeune fille était simplement somnambule, et Peggy la ramène à l'étage dans son propre lit. Mais rien ne pouvait les préparer à la tournure terrifiante que les événements allaient prendre. Ok, cette famille a des problèmes, et je ne parle pas seulement des factures à payer. Même si leur mère ne s'en rend pas encore compte, ces enfants montrent tous les signes avant-coureurs d'une possession démoniaque. Et vu la tournure que prennent les événements, il semble qu'il n'ait plus beaucoup de temps avant que la situation ne devienne dangereuse. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé dans la vie des enfants ces derniers temps, on comprend facilement pourquoi ils sont dans un état mental si vulnérable. Le départ récent de leur père pour fonder une nouvelle famille a déstabilisé le foyer, laissant leur mère dépassée et incapable d'apporter un soutien émotionnel aux enfants. En plus de ça, ils sont constamment victimes de harcèlement de la part des autres enfants à l'école. Donc où qu'ils aillent, ils sont entourés de facteurs de stress chroniques dont ils ne voient pas la fin. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre une activité paranormale et de vrais symptômes psychologiques, parce que les deux se ressemblent beaucoup. Par exemple avec les bruits, qui pourraient être expliqués comme étant des hallucinations causées par l'anxiété et le manque de sommeil. Ensuite, nous avons Janet qui parle avec différentes voix et qui est somnambule. Deux signes d'activité démoniaque, mais aussi de troubles du sommeil dans la documentation, qui peuvent être déclenchés par le stress et les traumatismes émotionnels. Maintenant, même s'ils ne savent pas encore exactement à quoi ils ont affaire, réduire le stress des enfants fera plus que simplement soulager ces symptômes. Ça privera en fait le démon de l'énergie négative dont il a besoin pour devenir plus puissant. Voici donc ce qu'il devrait faire selon moi. Dans un environnement chaotique, la prévisibilité est synonyme de sécurité. La première chose à faire est donc d'établir des horaires fixes pour les repas, le coucher et les routines matinales. Même si la maison est en mauvais état, le fait de maintenir ce sentiment d'ordre aidera les enfants à sentir qu'ils ont encore le contrôle de leur vie, les sortant ainsi du cycle constant de lutte ou de fuite dans lequel ils sont pris. De plus, au lieu de considérer les perturbations comme le fruit de leur imagination, Peggy doit laisser les enfants s'exprimer pleinement et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. Ainsi, ils ne se sentiront plus aussi isolés et n'auront pas l'impression de devoir intérioriser leur peur. Ensuite, l'étape suivante consiste à renforcer les liens au sein du groupe en trouvant une activité que toute la famille pourrait pratiquer ensemble. Ils n'ont peut-être pas les moyens de partir en voyage à Disney World, mais ils peuvent tout de même trouver le temps, au moins une fois par semaine, de faire une activité familiale amusante, même s'il s'agit simplement de jouer aux cartes ou de se réunir pour lire une histoire. Maintenant, même si on élimine toutes les explications logiques, on ne peut pas vraiment nier qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Mais en commençant par les facteurs qu'ils peuvent contrôler, ça devrait les aider à se défendre avant même qu'ils ne réalisent à quel point la situation est grave.
Le lendemain, Janet reste cloîtrée chez elle, malade, et ne va pas à l'école. Elle regarde la télévision pendant que tout le monde est sorti. La journée semble se dérouler comme d'habitude, jusqu'à ce que, bizarrement, la télévision commence à changer de chaîne sans qu'elle ait touché à la télécommande. Elle la remet sur la chaîne précédente, mais 1 minute plus tard, la chaîne change à nouveau. Cette fois-ci, quand elle cherche la télécommande, celle-ci a complètement disparu. À ce moment-là, elle entend le téléphone sonner dans la cuisine et est soulagée de constater que c'est simplement sa mère qui appelle pour prendre de ses nouvelles. Mais quand elle jette un œil autour d'elle, elle voit la télécommande posée au milieu du vieux fauteuil à bascule. Nerveuse, la jeune fille se rassied sur le canapé quand tout à coup, un grand coup de tonnerre retentit à l'extérieur et la télévision ne capte plus. Frustrée, elle se lève pour régler l'antenne, mais quand les parasites disparaissent, elle a la vision d'un vieil homme assis dans le fauteuil à bascule qui disparaît à nouveau dès qu'elle se retourne. Alors qu'elle recule terrifiée, le vieil homme apparaît tout à coup derrière elle et lui crie « C'est ma maison !» avant de disparaître à nouveau lorsque la jeune fille tombe en hurlant à l'aide. Cette nuit-là, Janet s'attache au lit avec une corde à sauter pour voir si ça l'empêchera de faire du somnambulisme. Effectivement, elle se réveille quelques heures plus tard, le visage contre le sol. Et il semble que son idée ait fonctionné. Mais c'est alors que quelqu'un frappe à la porte de la chambre. Effrayée, elle regarde sa sœur qui dort encore profondément dans son lit et décide d'aller voir ce qui se passe, pensant qu'il s'agit simplement de sa mère ou d'un des garçons. Les lumières ne semblent pas fonctionner, alors Janet doit prendre une lampe de poche. Elle se dirige nerveusement dans le couloir, descend prudemment les escaliers jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre le salon. Tout à coup, le fauteuil se met à se balancer tout seul et, horrifiée, elle retourne immédiatement en courant dans sa chambre et ferme la porte. Mais lorsqu'elle se retourne, la porte est grande ouverte et elle entend quelque chose venir vers elle dans le couloir. À ce moment-là, une force invisible arrache les draps. Les lits des 2 filles se mettent à trembler comme si elles étaient en plein tremblement de terre. Et les entendant crier, leur mère se précipite hors du lit et les trouve toutes les 2 déjà à sa porte. Janet soulève son col et révèle une marque de morsure récente sur son épaule, jurant qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Mais quand la femme va vérifier, elle trouve la chambre complètement vide. Elle découvre la planche Ouija cachée sous le lit et s'apprête à mettre tout ça sur le compte de l'imagination des filles. Mais voilà que la commode se précipite contre la porte. Réalisant alors qu'elles disent la vérité, toute la famille attrape ses affaires et se précipite chez les voisins, incapable de croire ce à quoi elle vient d'assister. La police arrive peu après l'incident et commence à fouiller la maison à la recherche d'indices sur l'intrus. Mais maintenant que les attaques ont cessé, les preuves semblent indiquer que c'est la famille qui a monté ce coup. Alors qu'ils semblent ne rien trouver du tout, ils entendent quelque chose bouger à l'intérieur des murs, et la chaise sur laquelle se tenait l'officier glisse tout à coup jusqu'à la cuisine sans que personne ne la touche, ce qui laisse tout le monde sans voix. Les officiers disent que le mieux qu'ils puissent faire est de rédiger un rapport, mais une des policières dit qu'elle est amie avec un prêtre, et elle propose de lui demander de téléphoner à la mère de famille dès le lendemain matin. Ok, ça n'aura pas pris très longtemps. Bon, le bon côté des choses, c'est qu'au moins leur mère est désormais sur la même longueur d'onde. Mais maintenant, la question est, que vont-ils bien pouvoir faire? Commençons par les points positifs. Quitter la maison immédiatement était en fait une très bonne idée. La plupart des gens attendent qu'il soit trop tard avant de songer à partir. C'est donc agréable de voir une famille qui a enfin un certain instinct de survie. Mais aller chez les voisins ne les éloigne pas seulement de la source du problème. Ça leur donne aussi 2 boucliers de viande supplémentaires sur lesquels le démon va pouvoir se pencher. Et c'est toujours mieux que rien. À part ça, faire une déclaration à la police et contacter un prêtre sont 2 très bonnes idées. Même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose, le fait que 2 policiers aient confirmé l'incident aide à corroborer leur histoire. Et ils auront besoin d'autant de preuves que possible s'ils veulent que l'Église intervienne dans cette affaire. Certes, ce ne sont pas des exorcistes professionnels, mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent rien faire en attendant l'arrivée des renforts. Maintenant qu'ils savent que Janet disait la vérité, ils doivent commencer à prendre au sérieux tout ce qui lui est arrivé et voir s'il y a des schémas récurrents qu'ils pourraient identifier. Par exemple, le fantôme répète constamment la phrase « c'est ma maison », montrant un attachement obsessionnel à la propriété et en particulier au salon de la famille. Sur cette base, on peut supposer sans risque qu'il vivait dans cette maison et qu'il y est probablement même mort avant qu'eux n'y emménagent. Comme il se déplace en permanence et interagit avec des objets tels que la télécommande de la télévision, on peut considérer qu'il s'agit d'une hantise obsessionnelle, ce qui signifie qu'il est pleinement conscient qu'une nouvelle famille a emménagé dans la maison et qu'il n'en est manifestement pas très content. Mais le fait de savoir comment classer ce phénomène nous donne aussi des options quant à la marche à suivre.
La première étape consiste à remonter à la source de la hantise, qui semble être le fauteuil à bascule du salon. Ce fauteuil est très probablement un objet déclencheur qui maintient l'esprit lié à la maison. Donc si c'était moi, la première chose que je ferais serait simplement de m'en débarrasser. Mais ils doivent faire attention à ne pas aggraver la situation. Avant de le déplacer, je l'envelopperai dans un drap blanc, j'y placerai un chapelet et je réciterai une prière de protection pour affaiblir l'emprise de l'esprit. Ensuite, une fois qu'ils se seront débarrassés du fauteuil, il sera temps de purifier officiellement les lieux. Pour ce faire, j'ouvrirai toutes les fenêtres pour laisser entrer autant d'air et de lumière du soleil que possible. Je nettoierai physiquement la pièce de fond en comble, je réorganiserai le mobilier pour bien montrer que c'est maintenant leur maison et non plus la sienne à lui. Et enfin, je brûlerai des herbes purifiantes ou allumerai un cierge s'ils en trouvent pour purifier officiellement les lieux. Ce ne sont peut-être pas des chasseurs de fantômes experts comme les Warren, mais en suivant ces étapes simples, la famille devrait pouvoir gagner du temps jusqu'à ce que quelqu'un de plus compétent vienne finir le travail. De l'autre côté de l'Atlantique, Lorraine est chez elle avec sa fille Judy quand elle surprend cette dernière en train de fixer quelque chose dans le couloir. Quand elle lève les yeux, elle est confrontée à la vision terrifiante d'une nonne démoniaque qui les observe avant de se retourner silencieusement et de disparaître dans le bureau. Lorraine demande à sa fille de rester en arrière et elle suit prudemment l'esprit à l'intérieur où elle trouve le tableau sur lequel son mari travaillait qui la fixe depuis l'ombre. À ce moment-là, le magnétophone de l'autre côté de la pièce se met à jouer de la musique et quand elle va l'éteindre, la lampe à côté du tableau s'éteint mystérieusement. Inquiète, elle s'approche de plus en plus, s'attendant à ce que quelque chose se passe d'une seconde à l'autre. Quand elle rallume la lumière, le tableau est toujours aussi inoffensif qu'avant. Mais lorsqu'elle se dirige vers la porte, tout se referme brusquement, la piégeant à l'intérieur. C'est alors qu'une ombre apparaît sur le mur devant elle, glissant à travers la pièce jusqu'à atteindre le tableau. Puis, elle se précipite tout à coup sur elle, la bouche pleine de dents ensanglantées, la faisant trébucher en arrière dans un tas de cartons. Quand elle se relève, Lorraine se rend compte qu'elle a été transportée dans le sous-sol d'Amityville, où le démon lui montre une autre vision, celle de la mort de son mari. Mais elle se réveille soudain dans sa propre bibliothèque, horrifiée à l'idée de comprendre ce que ces visions pourraient signifier. À Enfield, Peggy rentre du travail quand elle est abordée par un journaliste qui lui dit vouloir faire un reportage sur les événements étranges qui sont arrivés à sa famille. La femme hésite au début, mais il lui explique que cette attention supplémentaire pourrait leur apporter une aide réelle. Réalisant qu'il a peut-être raison, elle accepte à contre-cœur de les laisser entrer. Après avoir interrogé la police et recueilli l'avis de quelques experts, le journaliste décide qu'il veut entendre les filles elles-mêmes. Mais c'est alors que tout bascule. Alors qu'ils appellent les esprits à se manifester, ils remarquent que Janet commence à s'agiter sur son siège et que l'électricité montre des signes de surtension. Et tout à coup, Janet se met à leur parler d'une voix démoniaque flippante. Étrangement, la jeune fille dit que son nom n'est pas Janet, expliquant que c'est quelqu'un nommé Bill Wilkins qui la contrôle maintenant. Il dit être l'ancien propriétaire qui est mort dans le fauteuil à bascule avant leur emménagement, et qu'il aime maintenant les tourmenter juste pour voir la famille souffrir. Finalement, la jeune fille reprend ses esprits, mais il semble que le journaliste ait obtenu ce qu'il voulait, et que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est attendre de voir si de l'aide leur sera vraiment apportée. Ok. On dirait que ce journaliste vient d'obtenir l'interview de sa vie. Mais la famille doit tout de même rester prudente. Comme nous l'avons déjà mentionné, la famille aura besoin de preuves avant que l'Église ne soit disposée à lui envoyer de l'aide. Et compte tenu de sa situation financière actuelle, elle ne pourrait jamais se permettre d'acheter des appareils photo ou du matériel d'enregistrement. Mais maintenant que les journalistes sont impliqués, ils vont pouvoir utiliser des technologies auxquelles ils n'auraient jamais eu accès autrement. Et tout ce qu'ils enregistrent devient une preuve précieuse dans leur cas. Par ailleurs, plus il y a de regards sur cette histoire, plus il y aura de personnes qui voudront aider. Ou du moins, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais il y a aussi un inconvénient. Trop d'attention transformera cette hantise en spectacle. Et la famille pourrait passer du statut de victime à celui de personnage dans un cirque médiatique. Si l'Église a le moindre soupçon qu'ils font ça actuellement uniquement pour attirer l'attention, elle retirera immédiatement tout son soutien. Quant aux critiques accrues du public, elle pourrait donner à Janet et à sa famille le sentiment d'être exploités pour leur histoire, ce qui les traumatiserait encore plus, et donnerait au démon exactement ce qu'il veut. Maintenant, puisqu'ils sont trop fauchés pour agir seuls, il semble que le meilleur choix reste d'accepter l'aide des journalistes. Cela dit, ils doivent apporter un changement majeur à leur approche. Le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas d'observer les événements.
il provoque activement l'esprit. Et c'est la même erreur que les filles ont commise la nuit de la toute première attaque. Quand il s'agit de traiter avec les esprits, chaque mot compte. Et demander s'il y a des esprits dans les environs qui veulent communiquer avec eux, revenez en gros à ouvrir la porte et à inviter les démons à entrer. Préciser son intention et ses limites fait partie des bases de la communication avec les esprits. Et ça montre simplement que les soi-disant experts ici n'avaient en fait aucune idée de ce qu'ils faisaient. En reconnaissant et en provoquant constamment l'esprit, ils ne font que lui accorder plus d'attention et de pouvoir, ce qui explique pourquoi les attaques se sont aggravées depuis l'arrivée des journalistes. Si c'était moi, j'expliquerais à ces idiots qu'ils sont là uniquement pour observer ce qui se passe, et non pour provoquer, questionner ou faire quoi que ce soit qui encourage un comportement démoniaque. Ils peuvent rester et filmer pour aider la famille à monter son dossier, mais à partir de maintenant, nous ne tenterons plus de communiquer avec l'esprit. Nous nous contenterons simplement de filmer et d'enregistrer tout ce que nous pouvons et nous laisserons les preuves parler d'elles-mêmes. Ce serait l'approche la plus sûre à adopter tout en tirant le meilleur parti possible de la présence des journalistes, en leur permettant de continuer à documenter les incidents sans aggraver la situation, jusqu'à ce que les véritables experts se présentent enfin. Au lieu de passer la nuit chez eux, les voisins invitent la famille à s'installer dans leur maison de l'autre côté de la rue. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis qu'ils sont en sécurité. Cette nuit-là, Billy se réveille au son d'une cloche qui sonne quelque part dans la maison. Pensant que c'est leur chien qui demande à sortir, il se lève et ouvre la porte du jardin. Tout à coup, le chien se transforme en une terrifiante créature démoniaque qui se fait appeler l'homme tordu. Et il se met à le poursuivre à travers la maison alors qu'il court rejoindre les autres. Ils allument les lumières et les voisins se précipitent en bas pour voir ce qui se passe. Mais il se retrouve face à sa sœur Janet en train de répéter la comptine d'une voix démoniaque. Tout à coup, Janet rugit et la grille métallique qui recouvre la cheminée est projetée à travers la pièce. Puis elle tombe un instant plus tard avec de l'écume qui lui sort de la bouche. Quant à sa mère, elle appelle désespérément à l'aide en berçant la fillette blessée dans ses bras. Lorsque la nouvelle de la hantise parvient à l'église, un prêtre arrive pour demander leur aide à Ed et Lorraine dans cette affaire. Lorraine hésite d'abord à parler à son mari des visions qu'elle a depuis leur dernière mission. Mais il insiste sur le fait que la famille a besoin de leur aide, promettant de repartir avant que la situation ne devienne trop dangereuse. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Lorraine sent déjà que quelque chose ne va pas. Mais elle garde ça pour elle et suit les autres à l'intérieur. Peggy leur fait visiter les lieux et les conduit dans la chambre des filles, montrant à Ed qu'ils l'ont fermée à clé et ont placé des croix partout sur les murs. Mais ça ne semble pas fonctionner, parce qu'ils entendent toujours le démon jeter des meubles partout dans la pièce chaque nuit. Après avoir bien inspecté les lieux, ils expliquent qu'ils devront obtenir des preuves tangibles si l'église doit s'impliquer. Pour ce faire, ils décident de faire asseoir Janet dans le fauteuil du vieil homme, la bouche remplie d'eau, et de la filmer pour montrer qu'elle ne produit pas la voix elle-même. Alors que les adultes sont assis là à attendre que quelque chose se passe, la jeune fille recrache l'eau dans la tasse en disant que le démon ne parlera pas s'ils la regardent tous. Jouant le jeu, il lui tourne le dos tandis qu'elle reprend un peu d'eau en bouche. Et cette fois, l'électricité montre à nouveau des signes de surtension. Et elle commence enfin à leur parler avec la voix du vieil homme. Ed affronte le fantôme et lui dit qu'il devrait simplement quitter la maison et passer à autre chose. Mais étant donné que ça ne fonctionne pas, il sort un collier avec une croix et le tient devant le visage de l'esprit. Tout à coup, le démon rugit tandis que l'esprit du vieil homme tente de faire passer un message, répétant « Aidez, il laissera partir » avant de finalement rendre le contrôle à Janet. Et la fillette recrache son eau dans la tasse, prouvant ainsi que ce n'est pas elle qui a parlé pendant tout ce temps. Ok, maintenant on commence enfin à avancer. Mais ce n'est pas parce que les Warren sont là que la famille est en sécurité. Au contraire, ces affaires semblent toujours empirer avant de s'améliorer ensuite. Ils doivent donc s'assurer de survivre assez longtemps pour que tout ça ait un sens. Maintenant, ce qui vient de se passer chez les voisins prouve que l'esprit ne se limite pas à la maison. Il s'est accroché aux enfants et les suivra partout où ils iront. Si s'enfuir ne fonctionne pas, leur seule option semble être de protéger leur vie autant que possible contre le démon avant la prochaine attaque. Commençons par ce que nous avons déjà essayé ici. Fermer à clé la porte de la chambre de la fille? Oui. Et traiter l'endroit comme s'il s'agissait d'une zone de quarantaine. Ça peut sembler une bonne idée sur le papier, mais quand on y réfléchit bien, les barrières physiques ne peuvent pas faire grand-chose pour arrêter une menace non physique. Et en faisant ça, ils ont en fait montré qu'ils avaient peur, ce qui donne au démon exactement ce qu'il veut. Ce qu'ils doivent faire, c'est enlever toutes les portes de la maison et utiliser des barrières spirituelles à la place.
Une fois toutes les portes retirées, Ed et Lorraine devraient marquer chaque seuil de la maison d'une croix dessinée à la craie, laisser une ligne de sel et asperger d'eau bénite chaque encadrement de porte, en rafraîchissant ces barrières plusieurs fois par jour. Et enfin, ils devraient coller des prières écrites sur du papier sur chaque encadrement de porte. Quant à la famille, ils devraient tous dormir dans la même chambre et armer chaque enfant d'un objet religieux comme une croix. Puis, pendant leur temps libre, les Warren devraient enseigner à Peggy autant que possible comment chasser les mauvais esprits. De cette façon, elle pourra continuer à se défendre même s'ils ne sont pas là. Et ça devrait suffire à les protéger jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de se débarrasser définitivement de l'esprit. Au milieu de la nuit, Janet disparaît du lit de sa mère et se réveille clouée au plafond du salon. En regardant autour d'elle, elle est terrifiée d'avoir la vision du vieil homme assis dans le fauteuil à bascule. Mais elle ne peut rien faire quand il se lève et commence à monter les escaliers. Tout à coup, l'esprit l'attrape et la tire à travers le sol, la ramenant dans la chambre détruite. Horrifiée, elle voit toutes les croix accrochées au mur tourner lentement jusqu'à se retrouver à l'envers. Puis soudain, le vieil homme surgit de l'ombre. Entendant les cris de la jeune fille, sa mère se réveille et se précipite pour lui venir en aide. Mais la porte est toujours verrouillée, l'empêchant d'entrer. Quand elle regarde par l'ouverture, elle voit le vieil homme entraîner sa fille dans l'ombre. Mais ils finissent par trouver la clé et parviennent à sauver la jeune fille juste à temps. Le lendemain, Ed et Lorraine rencontrent les autres experts pour discuter des preuves. Après tout ce qui s'est passé, ils sont pleinement convaincus que les histoires sont vraies. Mais ils ont encore besoin de preuves supplémentaires pour convaincre l'Église. Ils ne peuvent pas encore avancer. Mais en attendant, leur plan est d'aider les Hodgson à se détendre un peu, dans l'espoir de leur remonter le moral afin qu'ils restent assez forts pour se défendre. Après avoir emmené les enfants faire du shopping, Lorraine leur explique que l'esprit est comme un tyran et qu'ils doivent donc rester ensemble pour se protéger mutuellement. Malheureusement, leur tourne-disque ne fonctionne plus. Alors, Ed prend une vieille guitare et montre aux enfants comment combattre le démon grâce au pouvoir de la musique et de l'amitié. Pendant qu'il tue le temps en attendant une nouvelle vague d'activités paranormales, Ed s'occupe en aidant à faire quelques réparations dans la maison. Peggy le conduit au sous-sol inondé où il repère un tuyau qui fuit au fond de la pièce. Il descend dans l'eau trouble et commence à s'avancer prudemment pour le réparer. Alors qu'il travaille, il est tellement distrait qu'il ne remarque pas une silhouette sombre qui émerge de l'eau derrière lui. Elle s'approche silencieusement de lui jusqu'à se tenir à quelques centimètres de lui. Puis tout à coup, l'esprit apparaît dans l'eau près des pieds de Peggy, l'attrape par le poignet et tente de l'entraîner sous l'eau. Se précipitant pour l'aider, Ed parvient à l'éloigner alors que l'esprit disparaît. Quand il regarde son bras, il se rend compte qu'elle a une morsure récente, tout comme sa fille. Puis, il remarque quelque chose qui tombe dans l'eau derrière eux. Et en fouillant, Ed trouve un dentier. Et en le comparant à son bras, ils se rendent compte qu'il correspond parfaitement à la morsure, prouvant que c'est bel et bien l'esprit du vieil homme qui les attaque. Ok, on dirait que les Warren ont mordu à pleines dents dans un cas plus difficile à digérer qu'ils ne le pensaient. Ça ne fait qu'une nuit qu'ils sont arrivés, et le démon va déjà plus loin que jamais. À moins qu'ils ne veuillent que tout le monde se fasse tuer, je pense que c'est peut-être le moment maintenant de revoir un peu leur stratégie. Commençons par ce qui fonctionne dans leur approche. Il peut sembler ridicule de penser que la performance d'Ed dans la peau d'Elvis ait contribué à améliorer la situation. Mais aussi loufoque que ça puisse paraître, la psychologie derrière cette action était très sérieuse. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les démons se nourrissent de la peur, et chaque attaque maintient la famille en mode survie, inondant leur corps d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, et les rendant plus vulnérables à l'influence démoniaque. Mais en les emmenant faire du shopping et en faisant en sorte que les enfants se sentent normaux pendant une journée, ils ont activé les parties opposées de leur cerveau et rendent ainsi la tâche beaucoup plus difficile aux démons pour prendre le contrôle. Maintenant, cet esprit ne se contente pas de rôder dans la maison. Il n'a que faire des objets sacrés, cible les enfants les plus vulnérables et attaque sans hésiter quiconque se met en travers de son chemin. À ce stade, il devrait avoir suffisamment de preuves pour démontrer que ce n'est pas seulement le vieil homme qui les hante, mais une entité démoniaque encore plus puissante. Cela étant dit, ils doivent commencer à surveiller tout signe indiquant que la possession s'aggrave, en analysant l'attitude de Janet et les autres enfants plusieurs fois par jour pour détecter tout changement de comportement, toute perte de mémoire ou toute réaction physique à des objets sacrés tels que des croix. Maintenant, si la situation empire au point qu'un exorcisme semble être la seule solution, alors le meilleur endroit où ils peuvent se rendre est une église.
Et les Warren auraient dû tirer les leçons de leur cas de Rhode Island, vous vous souvenez? La cible ne pourra plus quitter la propriété une fois que la possession sera totale. Étant donné que les attaques s'intensifient, ils devraient recontacter le prêtre qui les a appelés et insister pour que la famille soit temporairement hébergée dans l'enceinte de l'église, afin de leur offrir un lieu sûr où séjourner pendant que les Warren poursuivront leur enquête. Pendant ce temps, à l'étage, les enfants sont occupés à décorer le sapin de Noël quand Janet remarque que quelque chose les observe depuis la cuisine. Réalisant que la fillette est en danger, ses frères et sœurs viennent voir ce qui ne va pas. Et excédé, son petit frère Johnny décide qu'il est temps de prendre les choses en main. Déterminé à affronter l'esprit lui-même, l'enfant se rend dans la cuisine et trouve tous les couteaux de la famille plantés dans la table. À ce moment-là, il entend un cri provenant de l'autre pièce. Il se retourne et constate que sa sœur a complètement disparu, jusqu'à ce qu'elle apparaisse tout à coup dans la cuisine, juste à côté de lui, un couteau à la main. Entendant le vacarme, Ed et Lorraine se précipitent dans la maison, mais le démon claque la porte de la cuisine avant qu'il ne puisse entrer. Ed parvient finalement à passer, et ils sont soulagés de voir que Johnny a survécu en se cachant dans le placard. Mais Janet est introuvable. C'est alors que leur assistant met son casque et les conduit vers un panneau dans le mur. Ed l'ouvre et ils sont choqués de trouver la petite fille cachée à l'intérieur. Ed sort son collier avec une croix et le brandit tandis que l'esprit du vieil homme commence à halter un autre message, répétant les mots « moi, me pas, moi ne » jusqu'à ce qu'il lâche enfin prise et qu'Ed mette la petite fille en sécurité. Elle se met à pleurer alors que la possession s'estompe enfin. Après l'attaque, ils se rassemblent tous et se demandent quoi faire ensuite. Quand la sceptique du groupe arrive avec une nouvelle choquante. Elle affirme que tout ça n'était qu'un canular et que les enregistrements qu'ils viennent de faire ont finalement révélé le gros mensonge de Janet. Et effectivement, ils visionnent des enregistrements où ils voient la jeune fille en train de jeter des objets partout dans la pièce, ce qui donne clairement l'impression que c'est elle qui a causé tous les dégâts elle-même. C'est la première preuve tangible qu'ils ont, même si ce n'est pas exactement ce qu'ils espéraient. Et déçus, ils sont contraints de retourner à l'intérieur pour annoncer la mauvaise nouvelle à Peggy. La mère est absolument furieuse quand elle entend ce qu'ils ont à dire. Mais Ed explique que l'église n'enverra certainement pas d'aide après avoir vu ce qu'ils viennent d'enregistrer. Le cœur brisé, elle leur ordonne à tous de quitter la maison. Mais alors que les Warren s'éloignent en voiture, ils voient Janet les regarder tristement par la fenêtre, comme si son dernier espoir de salut partait avec eux. Plus tard dans la nuit, les autres enfants viennent demander à Janet si elle a vraiment simulé l'attaque dans la cuisine. À leur grande surprise, elle admet que oui, mais uniquement parce que le démon lui avait dit qu'il les tuerait tous si elle ne faisait pas sortir les enquêteurs de la maison. Pendant ce temps, les Warren montent dans un train quand soudain, Ed fait tomber accidentellement les bandes audio. Et en voyant les deux bobines se chevaucher, il a une idée qui va tout changer. Il met les deux magnétophones en marche et réalise que l'esprit du vieil homme essayait de leur envoyer un message disant « Aidez-moi, il ne me laissera pas partir ». Lorraine est submergée par une vision puissante du vieil homme assis dans son fauteuil préféré. Elle s'approche de lui et l'écoute expliquer qu'il veut laisser la famille tranquille, mais qu'il ne peut pas le faire parce que la force démoniaque qu'il contrôle est activement en quête de la petite fille. À ce moment-là, la nonne démoniaque apparaît derrière son épaule et Lorraine sort tout à coup de sa vision, réalisant que le vieil homme n'est en fait qu'une autre pauvre victime et que l'esprit démoniaque ne l'utilise que comme un moyen d'attaquer la famille. Ça signifie que Janet disait la vérité depuis le début et qu'il ne s'agit plus maintenant que d'une question de temps avant que le démon ne frappe à nouveau. Ok, bon, je suppose que les experts ont finalement résolu l'affaire. Peut-être que Lorraine avait raison et qu'ils auraient dû rester dans le Connecticut après tout. Parce que là, on peut dire que ces deux-là ont tout simplement merdé. Certes, la vidéo montrait la petite fille en train de lancer des objets à la main. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'utilisait pas la télékinésie qu'on peut ignorer tout ce qui s'est passé ici. Quel gosse de 11 ans connaissez-vous qui possède la force nécessaire dans le haut du corps pour lancer une chaise à travers la pièce avec une telle force qu'elle se brise en touchant le mur ? Gohan de Dragon Ball Z peut-être. Ouais, sans parler du fait qu'elle semble à deux doigts de se transformer en Regan dans L'Exorciste. Et comment diable a-t-elle pu être laissée seule alors qu'il y avait autant d'adultes dans la maison ? Quelqu'un aurait dû la surveiller en permanence, surtout après qu'elle ait été attaquée par un vieillard démoniaque la nuit précédente. Ils vous ont appelé parce que vous étiez censés être des experts en démons. Et pourtant, il vous a fallu tout ce temps pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme ordinaire. C'est comme si on appelait un exterminateur et qu'il venait pour balancer une boîte pleine de frelons dans la maison. Et en coupant les lignes téléphoniques en partant en plus.
Et même après avoir vu tout ce qui s'est passé, vous décidez de faire demi-tour et laisser la famille dans leur caca, pour finalement décider de revenir en héros à la dernière minute. Eh bien, merci pour rien, Ed et Lorraine, parce que vous avez merdé. Dans la maison, Peggy est encore en train de nettoyer le désastre dans la cuisine quand elle entend un cri provenant de la pièce voisine. Elle court voir ce qui se passe et découvre ses deux filles en lévitation dans les airs à plusieurs centimètres du sol. Terrifiée, Margaret appelle à l'aide, tandis que sa sœur se moque d'elle d'une voix démoniaque. La mère attrape sa fille et se précipite à l'extérieur avec ses autres enfants, leur disant de courir chez les voisins. Mais quand elle se retourne pour re-rentrer, elle se rend compte qu'elle est enfermée dehors. Les Warren arrivent à la maison quelques instants plus tard, mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à franchir la porte d'entrée. Ed casse une fenêtre, écarte les morceaux de verre et commence à essayer de grimper à l'intérieur. Mais avant qu'il ne puisse aller très loin, le démon bloque le passage avec des meubles, le forçant à trouver un autre moyen d'entrer. Désespéré de sauver la petite fille à temps, il se met à courir vers la porte du sous-sol, ignorant Lorraine qui le supplie de revenir. Craignant que sa vision ne se réalise, elle le poursuit dans le jardin et descend les marches. Mais avant qu'elle ne puisse entrer, le démon claque la porte et l'enferme dehors. Terrifiée, elle le supplie d'attendre qu'il trouve un moyen de l'ouvrir. Mais Ed sait qu'il n'y a pas de temps à perdre et il part à la rescousse de la petite fille avant qu'il ne soit trop tard. Ed entend ces cris qui proviennent de l'étage. Il attrape un tuyau et commence à frapper les lattes du plancher, créant un trou suffisamment grand pour pouvoir se hisser à l'intérieur de la maison. Alors qu'il se relève, une valve se détache tout à coup d'un tuyau, libérant un jet de vapeur directement dans ses yeux. Pendant ce temps, à l'extérieur, Lorraine commence à réfléchir au nom du démon, sachant que c'est le seul moyen de le vaincre. Et c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle connaît déjà son nom depuis le début. Se souvenant de sa vision dans le Connecticut, elle se rend compte qu'elle a gravé le nom du démon dans les pages de sa Bible. Alors elle se précipite pour aller la chercher dans la voiture. Elle découvre alors que l'esprit auquel ils sont confrontés s'appelle Valak. Un éclair frappe l'arbre devant la maison, le transformant en un énorme pieu en bois. Quand elle le voit, elle commence immédiatement à paniquer, pensant que ses pires craintes sont sur le point de se réaliser. Dès qu'elle revient avec sa Bible, Lorraine entre dans la maison grâce au voisin qui a percé un trou dans la porte du sous-sol. Tandis qu'à l'étage, son mari trouve la petite fille debout en silence dans son ancienne chambre. Janet jette ses bras en arrière, brise la vitre et grimpe sur le rebord de la fenêtre. Mais Ed la rattrape in extremis, s'agrippant de toutes ses forces alors qu'ils sont tous les deux suspendus juste au-dessus de l'arbre brisé. Lorraine entre dans la pièce et y trouve la nonne démoniaque qui lui barre le chemin. Elle la plaque contre le mur avant qu'elle ne puisse atteindre les autres. Mais alors qu'il semble condamné, Lorraine sort la seule arme qui lui reste et elle appelle le démon par son vrai nom. Tout à coup, la créature est déchirée dans un tourbillon de ténèbres et vaincue une bonne fois pour toutes. Lorraine attrape le bras de son mari juste avant qu'il ne tombe, sauvant ainsi les deux vies au dernier moment. Et la mère de la petite fille se précipite dans la pièce, soulagée de voir que sa fille est encore en vie. Quand les ambulanciers arrivent pour examiner tout le monde, Ed remercie sa femme de l'avoir sortie d'une autre situation difficile. Et la famille vient les remercier à nouveau pour leur aide. Ed enlève alors son collier et le donne à Janet afin qu'elle ait toujours quelque chose pour la protéger. À présent, il semble que la famille puisse reprendre une vie normale. Jusqu'au jour où, plusieurs années plus tard, la mère Peggy meurt assise exactement au même endroit où se trouvait le vieux fauteuil à bascule. Et s'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il faudrait toujours faire inspecter sa maison pour s'assurer qu'il n'y a pas de démon avant de décider d'y emménager. Conjuring 2, le cas Enfield. Franchement, c'était un épisode plutôt bien ficelé si vous voulez mon avis. Quand Ed a fait son truc avec Elvis, je suis tombée de ma chaise. Mais 5 minutes plus tard, je me suis effrayée exactement de la même manière. Je dois dire que Conjuring continue de trouver de nouvelles façons de nous faire peur. Et vu que cet épisode était plutôt long, je suis sûre qu'on a omis certaines choses qu'on aurait pu faire pour battre le film. N'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!